Dans l'abîme du temps, une nouvelle d'Howard Phillips Lovecraft. Après 22 ans de cauchemars et d'effroi, soutenu par la seule conviction désespérée que certaines impressions sont d'origine imaginaire, je me refuse à garantir la véracité de ce que je crois avoir découvert en Australie occidentale, dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935. On peut espérer que mon aventure fut en tout ou partie une hallucination. À cela, en effet, il y avait de nombreuses raisons. Et pourtant, le réalisme en était si atroce que parfois tout espoir me paraît impossible. Si la chose s'est produite, alors l'homme doit être préparé à accepter, sur l'univers et sur la place que lui-même occupe dans le tourbillon bouillonnant du temps, des idées dont le plus simple énoncé est paralysant. Il faut aussi le mettre en garde contre un danger latent, spécifique, qui, même s'il n'engloutit jamais la race humaine tout entière, peut infliger aux plus aventureux des horreurs monstrueuses et imprévisibles. C'est pour cette dernière raison que je réclame, de toute la force de mon être, l'abandon définitif de toute tentative d'exhumer ces fragments de mystérieuse maçonnerie primitive que mon expédition se proposait d'étudier. Si l'on admet que j'étais sain d'esprit et bien éveillé, mon expérience cette nuit-là fut telle qu'aucun homme n'en a jamais connue. Ce fut en outre une effroyable confirmation de tout ce que j'avais tenté de rejeter, comme autant de fables et de rêves. Dieu merci, il n'y a pas de preuve, car dans ma terreur, j'ai perdu l'épouvantable objet qui, s'il était réel et tiré en effet de ce dangereux abîme, en eût été le signe irréfutable. J'étais seul quand j'ai découvert cette horreur, et jusqu'à présent je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pu empêcher les autres de creuser dans sa direction, mais le hasard et les éboulements de sable leur ont toujours évité de la rencontrer. Il me faut aujourd'hui rédiger une déclaration définitive, non seulement pour mon équilibre mental, mais pour mettre en garde ceux qui me liront sérieusement. Ces pages, dont les premières sembleront connues aux lecteurs attentifs de la grande presse scientifique, sont écrites dans la cabine du bateau qui me ramène chez moi. Je les remettrai à mon fils, le professeur Wingate Paisley de l'université de Miskatonic, seul membre de ma famille qui me resta fidèle, il y a des années, après mon étrange amnésie, et le mieux informé des faits essentiels de mon cas. Il est de tous les vivants le moins enclin à tourner en dérision ce que je vais raconter de cette nuit fatale. Je ne l'ai pas informé de vive voix avant de m'embarquer, pensant qu'il préférerait la révélation sous forme écrite. Lire et relire à loisir lui laissera une image plus convaincante que n'aurait pu le faire le trouble de mes propos. Il fera de ce récit ce que bon lui semblera, le montrant avec les commentaires appropriés dans tous les milieux où il pourra être utile. C'est à l'intention de ces lecteurs mal instruits des premières phases de mon cas que je fais précéder la révélation elle-même d'un résumé assez détaillé de ses antécédents. Je m'appelle Nathaniel Wingate Paisley, et ceux qui se rappellent les récits des journaux de la génération précédente, ou les correspondances et articles des revues de psychologie d'il y a 6 ou 7 ans, sauront qui je suis et ce que je suis. La presse était pleine de circonstances de mon étonnante amnésie de 1908-1913, insistant sur les traditions d'horreur, de folie et de sorcellerie qui hantent la vieille ville du Massachusetts où je résidais alors comme aujourd'hui. Je tiens encore à faire savoir qu'il n'est rien de dément ou de malfaisant dans mon hérédité et ma jeunesse. C'est un fait extrêmement important si l'on songe à l'ombre qui s'est abattue si brusquement sur moi, venant de sources extérieures. Il se peut que des siècles de noire méditation aient doté Arkham,
aux ruines peuplées de murmures, d'une particulière vulnérabilité à de telles ombres, bien que cela même semble douteux à la lumière d'autres cas que j'ai plus tard étudiés. Mais le point essentiel est que mes ancêtres et mon milieu sont absolument normaux. Ce qui est arrivé est venu d'ailleurs. D'où? J'hésite maintenant encore à l'affirmer en clair. Je suis le fils de Jonathan et d'Anna Wingate Peasley, tous deux de vieilles familles saines d'Haverhill. Je suis né et j'ai grandi à Haverhill, dans l'antique demeure de Boardman Street, près de Golden Hill. Et je ne suis allé à Arkham que pour entrer à l'université de Miskatonic, comme chargé de cours d'économie politique en 1895. Pendant les 13 années suivantes, ma vie s'écoula douce et heureuse. J'épousai Alice Kizar d'Haverhill en 1896, et mes 3 enfants, Robert, Wingate et Anna, naquirent respectivement en 1898, 1900 et 1903. Je devins en 1898 maître de conférences et professeur titulaire en 1902. Je n'éprouvai à aucun moment le moindre intérêt pour l'occultisme ou la psychologie pathologique. C'est le jeudi 14 mai 1908 que survint l'étrange amnésie. Elle fut brutale et imprévue, bien que je m'en rendis compte plus tard, de brefs miroitements quelques heures auparavant, visions chaotiques qui me troublèrent d'autant plus qu'elles étaient sans précédent, dussent avoir été des symptômes précurseurs. J'avais un fort mal de tête, et la bizarre impression, tout aussi neuve pour moi, que quelqu'un cherchait à s'emparer de mes pensées. La crise se produisit vers 10h20 du matin, tandis que je faisais un cours d'économie politique, histoire et tendances actuelles de l'économie politique, aux étudiants de 3e année et à quelques-uns de seconde. Je vis d'abord devant mes yeux des formes insolites, et crus me trouver dans une salle singulière, autre que la classe. Mes idées et mes propos divaguaient loin de tout sujet, et les étudiants s'aperçurent que quelque chose clochait gravement. Puis je m'affaissai, inconscient, sur mon siège, dans une hébétude dont personne ne put me tirer. Mes facultés normales ne revinrent au grand jour, notre monde quotidien, qu'au bout de 5 ans, 14 mois et 13 jours. C'est naturellement des autres que j'appris ce qui suit. Je restai inconscient pendant 16h30, bien qu'on m'eût ramené chez moi au 27 Crane Street, où je reçus les soins médicaux les plus attentifs. Le 15 mai à 3h du matin, mes yeux s'ouvrirent et je me mis à parler. Mais bientôt le médecin et ma famille furent épouvantés par mon expression et le ton de mes propos. Il était clair que je n'avais aucun souvenir de mon identité, ni de mon passé, même si je m'efforçais, on ne sait pourquoi, de cacher cette ignorance. Mes yeux fixaient étrangement les personnes de mon entourage, et le jeu de mes muscles faciaux n'avait plus rien de familier. Mon langage même paraissait gauche, comme celui d'un étranger. J'usais de mes organes vocaux avec embarras, en tâtonnant, et mon élocution avait une curieuse raideur, comme si j'avais laborieusement appris l'anglais dans les livres. La prononciation était barbare, tandis que la langue comportait à la fois des débris d'étonnants archaïsmes et des expressions d'une tournure absolument incompréhensible. Parmi ces dernières, l'une en particulier revint 20 ans plus tard de façon frappante et même effrayante à l'esprit du plus jeune de mes médecins. Car à l'époque, cette expression commençait à se répandre, d'abord en Angleterre puis aux États-Unis, et malgré sa complication et son incontestable nouveauté, elle reproduisait dans le moindre détail les mots déconcertants de l'étrange malade d'Arkham de 1908. La force physique revint aussitôt, mais il me fallut une rééducation singulièrement longue pour retrouver l'usage de mes mains, de mes jambes et de mon corps en général. À cause de cela et d'autres handicaps inhérents à ma perte de mémoire, je restai pendant un certain temps sous une étroite surveillance médicale. Quand j'eus constaté l'échec de mes efforts pour dissimuler mon amnésie, je la reconnus franchement, et me montrai avide de toutes sortes de renseignements. En fait, les médecins eurent l'impression que je cessais de m'intéresser à ma personnalité véritable dès lors que je vis ma perte de mémoire acceptée, comme une chose naturelle.
Ils remarquèrent que je m'efforçais surtout de posséder à fond certains points d'histoire, de science, d'art, de langage et de folklore, les uns terriblement abstrus et d'autres d'une simplicité puérile, qui, très bizarrement parfois, restaient exclus de ma conscience. En même temps, ils s'aperçurent que je possédais inexplicablement beaucoup de connaissances d'un genre insoupçonné, que je souhaitais, semblait-il, cacher plutôt que révéler. Il m'arrivait par mégarde de faire allusion, avec une assurance désinvolte, à tels événements précis d'époques obscures, au-delà de tout champ historique reconnu, quitte à tourner en plaisanterie la référence en voyant la surprise qu'elle suscitait. J'avais aussi une façon de parler du futur qui, 2 ou 3 fois, provoqua une véritable peur. Ces lueurs inquiétantes cessèrent bientôt de se manifester, mais certains observateurs attribuèrent leur disparition à une prudente hypocrisie de ma part plus qu'à quelque déclin du savoir insolite qu'elle supposait. À la vérité, je semblais anormalement avide d'assimiler la façon de parler, les usages et les perspectives de l'époque autour de moi, comme si j'avais été un voyageur studieux venu d'une lointaine terre étrangère. Aussitôt qu'on m'y autorisa, je fréquentais à toute heure la bibliothèque de l'université, et j'entrepris sans tarder de préparer ces étonnants voyages, ces cours spéciaux dans les universités d'Amérique et d'Europe, qui donnèrent lieu à tant de commentaires pendant les années suivantes. À aucun moment je ne manquai de relations intellectuelles, car mon cas me valut une relative célébrité parmi les psychologues du moment. Je fus l'objet de conférences comme exemple typique de personnalité seconde, même si, ici ou là, j'embarrassais les conférenciers de quelques symptômes bizarres ou traces suspectes d'ironie soigneusement voilées. Mais de réelle bienveillance, je n'en rencontrais guère. Quelque chose dans mon aspect et mes propos semblait éveiller chez tous ceux que je rencontrais de vagues craintes et répugnances, comme si j'avais été un être infiniment éloigné de tout ce qui est normal et sain. Cette idée d'une horreur obscure et secrète, liée aux abîmes incalculables d'on ne sait quelle distance, était curieusement répandue et tenace. Ma propre famille ne fit pas exception. Dès l'instant de mon étrange réveil, ma femme m'avait considéré avec un effroi et un dégoût extrêmes, jurant que j'étais un parfait étranger, usurpant le corps de son mari. En 1910, elle obtint le divorce, et ne consentit jamais à me revoir, même après mon retour à un état normal en 1913. Ces sentiments furent partagés par mon fils aîné et ma petite-fille, que je n'ai jamais revus ni l'un ni l'autre. Seul mon second fils, Wingate, parut capable de surmonter la terreur et la répulsion suscitées par ma métamorphose. Lui aussi sentait bien que j'étais un étranger, mais quoiqu'il n'eût pas plus de 8 ans, il croyait fermement au retour de mon véritable moi. Quand celui-ci revint en effet, il me rejoignit, et les tribunaux le confièrent à ma garde. Au cours des années, il m'aida dans les études que je fus poussé à entreprendre, et aujourd'hui, à 35 ans, il est professeur de psychologie à Miskatonic. Mais je ne suis pas surpris de l'horreur que j'inspirais, car assurément l'esprit, la voix et l'expression de l'être qui s'éveilla le 15 mai 1908 n'étaient pas ceux de Nathaniel Wingate Peaslee. Je n'essaierai pas de raconter toute ma vie de 1908 à 1913, car les lecteurs peuvent en glaner les traits essentiels, ainsi que j'ai dû abondamment le faire moi-même, dans les dossiers des vieux journaux et revues scientifiques. On me rendit l'usage de mes fonds, et j'en usai sans hâte, sagement dans l'ensemble, à voyager et étudier dans divers centres du savoir. Mes voyages, cependant, furent surprenants à l'extrême, comportant de longues visites à des lieux écartés et déserts. En 1909, je passai 1 mois dans l'Himalaya, et en 1911, j'éveillai un vif intérêt par une expédition à dos de chameau dans les déserts inconnus d'Arabie. Je n'ai jamais pu savoir ce qui s'était produit lors de ces explorations. Pendant l'été de 1912, je frettai un bateau pour naviguer dans l'Arctique, au nord de Spitzberg,
et manifestait au retour une évidente déception. Plus tard cette année-là, je passais des semaines seul, au-delà des limites de toute exploration passée ou ultérieure, dans l'immense réseau des cavernes calcaires de Virginie occidentale, labyrinthe ténébreux et si complexe qu'on n'a jamais pu seulement envisager de reconstituer mon parcours. Mes séjours dans les universités furent marqués par une rapidité d'assimilation prodigieuse, comme si la personnalité seconde possédait une intelligence considérablement supérieure à la mienne. J'ai découvert aussi que mon rythme de lecture et d'études solitaires était phénoménal. Il me suffisait de parcourir un livre, juste le temps de tourner les pages, pour en retenir tous les détails, tandis que mon habileté à interpréter en un instant des figures compliquées était proprement impressionnante. Il circula à plusieurs reprises des rumeurs, presque alarmantes, sur mon pouvoir d'influencer les pensées et les actes d'autrui, bien que j'ai pris soin, semble-t-il, de réduire au minimum les manifestations de cette faculté. D'autres vilains bruits concernaient mes rapports intimes avec les chefs de groupes d'occultistes et des érudits suspects de relations avec des bandes innommables d'odieux hiérophantes du monde ancien. Ces rumeurs, bien que non confirmées à l'époque, furent certainement encouragées par ce qu'on savait de la teneur de mes lectures, car la consultation de livres rares dans les bibliothèques ne peut être gardée secrète. Des notes marginales restent la preuve tangible de mes recherches minutieuses, dans des ouvrages tels que Culte des Goules du comte d'Erlette, De Vermis Mysteriis de Ludwig Prien, Unaussprechlichen Kulten de von Junst, les fragments conservés de l'énigmatique livre d'Ébon et l'effroyable Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred. Et puis il est indéniable aussi que l'activité des cultes clandestins reçut une nouvelle et néfaste impulsion à peu près au moment de mon étrange métamorphose. Pendant l'été de 1913, je commençais à donner des signes d'ennui, de relâchement, et laissais entendre dans mon entourage qu'on pouvait s'attendre à me voir bientôt changer. J'évoquais le retour de souvenirs de ma première vie, mais la plupart de mes auditeurs mirent en doute ma bonne foi, car tout ce que je citais était fortuit et eût pu être tiré de mes vieux papiers personnels. Vers la mi-août, je regagnai Arkham et rouvris ma maison de Crane Street, depuis longtemps fermée. J'y installai une machine des plus curieuses, construite en pièces détachées par différents fabricants de matériel scientifique en Europe et en Amérique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.